Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le mardi 14 mars. Voici les titres de cette édition. La Vendée a gagné en 5 ans 36 000 habitants. Notre département fait partie du top 10 des territoires les plus attractifs de France. L'Observatoire économique et social de la Vendée vient de publier une étude sur ce sujet. Elle définit le profil des nouveaux habitants qui viennent s'installer dans notre département. Le détail au début de cette édition. C'est en ce moment la période de floraison du mimosa. L'arbre aux fleurs jaunes apprécie particulièrement le climat de Noirmoutier. Et cela a donné des idées à Géraldine et Pierre Lerat à la tête d'une biscuiterie sur l'île. Ils ont créé une guimauve à partir du mimosa de Noirmoutier, découverte dans ce journal. Et puis direction à la fin de cette édition, Saint-Michel-en-Lerme qui vient d'accueillir la 10e édition du Festival de guitare du pays né de la mer. Un rendez-vous qui accueille des artistes professionnels, mais qui laisse aussi la place aux jeunes talents et notamment aux élèves des écoles de musique du Sud Vendée. Combien la Vendée comptera-t-elle d'habitants dans les prochaines années? À cette question, l'INSEE a une réponse. L'Institut estime qu'en 2040, nous serons 840 000 à vivre dans le département, contre 660 000 aujourd'hui. La Vendée gagne en moyenne 7 000 habitants par an, une hausse de la population qui s'explique avant tout par l'installation de ménages venus d'autres régions françaises. L'Observatoire économique, social et territorial de la Vendée vient d'ailleurs de publier une étude sur ces nouveaux Vendéens. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Quel est leur profil? Élément de réponse avec Pierre Dalicieux. La Vendée est toujours un département attractif. Entre 2009 et 2014, il a accueilli 36 000 nouveaux arrivants, ce qui en fait le 8e département le plus attractif de France. Des néo-vendéens arrivés de tout l'Hexagone et principalement de la région parisienne. Effectivement, le sol le plus important, plus de 2000 personnes sur l'année considérée 2012-2013, sur un total d'un peu plus de 5000. Près de 2500 arrivent de la région parisienne et il s'agit dans de nombreux cas de personnes retraitées ou en âge de l'être. Souvent un couple peut arriver avec une personne retraitée, le deuxième presque retraité. La Vendée attire toutes les catégories d'âge, mais principalement entre 40 et 60 ans et plus. Entre 2012 et 2013, le département a gagné plus de 4000 personnes pour cette tranche d'âge. Les 20-40 ans, eux, ne représentent qu'environ 700 personnes. Quant aux moins de 20 ans, ils ne sont que 350 supplémentaires. La majorité des jeunes choisit de faire ses études dans une grande ville et beaucoup ne trouveront pas leur premier emploi sur le département. Ces jeunes qui vont se former en dehors de la Vendée ne retrouvent pas toujours des emplois en lien avec leur qualification, des emplois notamment qualifiés qu'on trouve plus massivement dans les métropoles telles que Nantes, Rennes, Paris, voire Bordeaux. Donc on a des déficits dans ces classes d'âge. Par contre, dans tout le reste, dans toutes les autres classes d'âge, on a des excédents pour la Vendée, en faveur de la Vendée. Donc ce qui veut dire qu'il y a aussi des actifs qui arrivent entre l'âge de 25, 30, 35 ans. Pour les actifs entrant et restant sur le département, 3 catégories socio-professionnelles sont concernées. Des ouvriers, des employés et des professions intermédiaires, type profession libérale et service à la personne. Ils répondent à un tissu économique vendéen qui est toujours marqué par le poids de l'industrie. 30% de nos emplois privés sont dans l'industrie, contre à peine 20% en France, ou même moins, on est presque même à 15 aujourd'hui. On a le poids du bâtiment qui est encore fort. Donc schématiquement, on reste un département de production. La Vendée a donc devant elle 3 grandes questions. Celle du vieillissement de la population, de l'attractivité économique, pourra-t-elle offrir assez d'emplois pour l'avenir? Et enfin, celle de l'attractivité chez les jeunes adultes. Pourra-t-elle offrir également plus de formations supérieures et d'emplois qualifiés pour pallier l'absence de métropole sur le département? Et parmi les territoires qui attirent le plus les nouveaux Vendéens, il y a le littoral. Mais la tempête Xynthia a prouvé qu'habiter sur la côte pouvait comporter certains dangers. Alors pour réglementer la construction de maisons, limiter les risques, des plans de prévention sont mis en place. C'est le cas notamment à l'Aiguillon-sur-Mer. Une réunion publique sur le PPRL de la commune était organisée ce lundi soir. Elle avait pour objectif de présenter aux habitants une carte des zones désormais constructibles ou inconstructibles. 86% de l'Aiguillon-sur-Mer devrait être placé en zone rouge, mais il s'agit essentiellement de dunes et de terrains agricoles. Selon l'État, le centre de la commune, lui, restera en grande partie constructible. L'occupation telle qu'elle existe actuellement, elle subsiste. On ne va pas raser un territoire quand bien même il soit inondable ou submersible. En revanche,
tous les terrains qui sont considérés comme présentant un risque particulier, un risque fort, qui ne sont pas construits actuellement, pourront tomber sous le coup d'une interdiction de construire. Et la réunion publique de ce lundi marque le début d'une phase de concertation. Les habitants ont jusqu'au 13 mai pour faire part de leurs remarques. Ensuite, ce sera aux élus de se prononcer. Le plan de prévention des risques littoraux de l'Aiguillon-sur-Mer devrait entrer en vigueur à la fin de cette année. En bref, 2 nouvelles visites ministérielles annoncées dans notre département. Ce mercredi, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion sera à Fontenay-le-Comte. Ségolène Neuville ira au collège Viette pour prendre connaissance du dispositif d'accompagnement de jeunes souffrant de déficiences intellectuelles légères. Puis elle visitera l'ESAT, l'établissement d'aide par le travail de Fontenay-le-Comte. Et puis le délégué interministériel à la sécurité routière, Emmanuel Barbe, sera également en Vendée ce mercredi. Il assistera entre autres à des contrôles routiers. 2016 a été une année dramatique en Vendée avec 56 tués dans des accidents de la circulation contre 37 en 2015. Au chapitre agriculture, un nouveau bureau élu à la tête de la FRSEA des Pays de la Loire, la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles. La présidence reste aux mains de Jean-Marc Lézé, producteur de lait dans le Maine-et-Loire. Le Vendéen Brice Guyot, lui, a été reconduit au poste de secrétaire général. Les adhérents du premier syndicat agricole français seront appelés à élire un nouveau président national le 13 avril prochain. Il s'agira de désigner un successeur à Xavier Belin, décédé le mois dernier. L'agriculture biologique ne s'est jamais portée aussi bien dans notre département. C'est le constat fait par le GAB 85. Le groupement des agriculteurs biologiques de Vendée vient de célébrer ses 30 ans. Il était réuni à Bournezeau pour dresser le bilan du chemin parcouru depuis la fin des années 80. Mais aussi pour évoquer l'avenir. Selon le GAB, la Vendée compte aujourd'hui 480 fermes bio et depuis 3 ans, les conversions sont de plus en plus nombreuses. Les agriculteurs sont notamment poussés par les consommateurs, selon la vice-présidente du GAB 85. Le développement de la bio est donc permanent aujourd'hui. On a une consommation qui en 2016 a été à plus de 20%. On arrive à 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en bio en 2016. On est sur vraiment une volonté des consommateurs qui se tournent vers ces produits bio de façon de plus en plus importante, ce qui en fait stimule un petit peu l'effort de la production sur les territoires. Dans le reste de l'actualité, cette mobilisation de grands-parents à Noirmoutier, une marche était organisée par un collectif d'associations. Objectif, interpeller l'opinion publique sur le sort de ces grands-parents privés de leurs petits-enfants. Certains ne les ont pas vus depuis plusieurs années, souvent à la suite du divorce de leur enfant ou de conflits familiaux. Les associations veulent faire évoluer la loi et demandent à la justice de garantir le maintien des liens entre petits-enfants et grands-parents. Nous sommes à la base 3 grands-mères qui sommes en souffrance d'être privées de voir nos petits-enfants. Donc nous avons monté ce collectif il y a un peu moins d'un an. Nous voulons chercher à faire évoluer la loi qui protège les petits-enfants. Cette loi demande que les petits-enfants entretiennent des relations personnelles avec les grands-parents. Donc toutes ces démarches et ces procédures en justice sont très longues et n'aboutissent ou n'aboutissent pas toujours. Il n'y a que 10% des dossiers qui aboutissent, voilà, sur ces problèmes de séparation de famille. Donc voilà, nous sommes là pour nous battre et faire avancer la loi protégeant petits-enfants et grands-parents. Image et interview signée Jimmy Guérin. On reste sur Noirmoutier pour évoquer un tout autre sujet. Nous allons nous intéresser à un arbre qui apprécie particulièrement la douceur hivernale de l'île. Il s'agit du mimosa, reconnaissable à son odeur et à ses fleurs jaunes que vous avez peut-être pu admirer ces dernières semaines. Des fleurs qui servent notamment à l'élaboration de parfums. Géraldine et Pierre Lerat, eux, ont décidé de les utiliser en confiserie. Ils viennent de créer une guimauve au goût de mimosa de Noirmoutier. Cyril Guillet. Alors voilà, je suis de retour de la propriété familiale de chez mes parents et j'ai cueilli les dernières jolies branches de mimosa. Plante emblématique de Noirmoutier, le mimosa illumine l'île de février à mars. Cette année, Pierre Lerat a décidé de mettre en avant ce produit on ne peut plus local dans une de ses recettes. C'est une guimauve au mimosa que nous cherchions à faire depuis plusieurs années. Ça fait 2 ans qu'on est sur la recette pour essayer d'avoir quelque chose de joli, d'agréable à manger et surtout de bon.
Un produit qui reste éphémère car dans un souci de qualité, sa fabrication n'est possible qu'au moment de sa floraison. Un véritable jeu de patience où toute l'équipe met la main à la pâte. Nous, on a choisi de travailler la fleur. On aurait très bien pu se dire on va travailler avec un arôme naturel de mimosa ou une huile essentielle. Et nous, ce qu'on a recherché, c'est à démarrer vraiment de la fleur. Donc c'est sûr que c'est un petit peu plus fastidieux, mais on va avoir une vraie guimauve qui va avoir le goût du mimosa noirmoutrin. Aucun colorant ni arôme ne sera rajouté à la préparation. Le sirop maison est directement versé sur les fleurs de mimosa pour obtenir cette infusion. Là, on commence à sentir le mimosa qui expulse son odeur, là. Et donc, il va diffuser dans le sirop toutes ses flavors. Voilà. Ici, Pierre Lerat et son équipe produisent à l'année plus de 50 tonnes de biscuits et pas moins de 20 tonnes de caramel. Et si proportionnellement cette production de guimauve reste anecdotique, elle répond d'abord à une envie de création. C'est un moment où on a un petit peu plus de temps l'hiver, où la saison n'est pas recommencée et où on a un peu plus de temps à consacrer à des choses comme ça, où là on parle de passion du métier, de la confiserie qu'on ne fait pas trop souvent. Et là, la guimauve de mimosa, ça nous a un petit peu égayé cette période un petit peu plus calme de l'hiver. A noter que Pierre Lerat vient d'être élu artisan de qualité par le Collège culinaire de France, un collège fondé par Alain Ducasse et Joël Robuchon. On ouvre une page culture à présent avec d'abord la 9e édition du Festival de magie d'Olonne-sur-Mer qui vient de se refermer. 6 spectacles étaient au programme de cette édition 2017, des spectacles mêlant illusion, poésie, performance et humour. À l'image du duo allemand Junge, sacré champion du monde de magie, de l'espagnol Charlie Mag et son numéro avec des colombes, ou encore de Change Fusion, 2 artistes françaises qui changent de tenue sur scène en quelques secondes. Des magiciens qui ont bluffé le public. Écoutez. Ça nous fait passer un agréable moment et vraiment bluffant. On le voit à la télé, on peut croire au trucage, mais alors là vraiment incroyable, super moment familial. Impressionnant avec tous ces effets, cette magie, c'était bien, ouais. Je recommande à tout le monde d'aller le voir. Le public, je pense, était content. 1h40 de spectacle à rythme d'enfer. Vous avez vu le spectacle, j'imagine, et ça carbure. Donc la 9e édition, on est hyper content. C'était complet. Bientôt la 10e édition avec plein de surprises, je vous avoue, c'est vrai. Et toujours un public fidèle et surtout des familles. Et ça nous fait plaisir. Et de la magie, on passe à la musique avec le festival de guitare du pays né de la mer. La 10e édition vient de se dérouler à Saint-Michel-en-Lerme, avec pour invité des artistes venus entre autres d'Argentine et du Brésil. Les organisateurs avaient en effet mis l'accent cette année sur les musiques sud-américaines. Mais le festival de guitare laisse aussi la place aux jeunes talents. Les élèves des écoles de musique de la région ont été invités à participer à des cours de perfectionnement. Une scène ouverte a également permis aux jeunes guitaristes de pouvoir s'exprimer devant un public. Reportage Alex Lanos, Grégoire de Châtillon. Jouer, se perfectionner, échanger autour de la guitare, c'est aussi le rôle que s'est donné ce festival, avec ses ateliers ouverts à tous. Et puis, pour les jeunes talents, place à la scène ouverte. L'occasion pour chacun de s'exprimer. Montrer comment on travaille, moi je trouve ça bien. Ça fait un peu peur? Au début, oui. Je tremblais encore sur scène. Cet après-midi, vous avez entendu des jeunes enfants qui ont commencé la guitare parce qu'ils sont venus un samedi après-midi voir ce festival et qui aujourd'hui, ils jouent et on les fait jouer. Il y en a certains même qui jouent dans notre grand ensemble, donc on est très contents. Cela fait 10 ans que ce festival existe. Organisé à l'espace culturel du pays né de la mer, de Saint-Michel-en-Lerme, il rayonne sur tout un territoire, celui du Sud Vendée littoral. Le but, c'est que ce festival, à terme, soit aussi l'outil des 44 communes qui correspondent à notre territoire pour véritablement pouvoir non seulement faire la promotion d'une culture pour tous,
de la guitare en particulier et surtout d'un travail en direction donc des jeunes, puisque encore comme je le disais, l'un des buts majeurs de ce festival, c'est faire connaître la guitare sous ses différentes formes, par la diffusion, mais par la pédagogie, par l'organisation aussi cette année d'une exposition. Derrière moi, il y a des panneaux sur l'histoire de la guitare. Transmettre cette passion pour cet instrument de musique qu'est la guitare, et de surcroît avec des professionnels, c'est, vous l'aurez compris, au-delà des concerts, la vocation que s'est donnée ce festival. On jette un coup d'œil aux prévisions météo de ce mercredi. Après un début de journée sous la grisaille, le soleil va s'imposer dans l'après-midi. Il fera meilleur de la journée entre 14 et 17 degrés et ça devrait encore grimper jeudi. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Fanny Poirier. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TV Vendée. Cette semaine dans Visage du sport, Aurélien Huard dresse le portrait de Valérie Lenoir, membre de l'Ouest Vendée Athlétisme. Elle a été cet hiver la meilleure coureuse vendéenne de cross. Émission à retrouver ce mercredi à 19h15. Moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau journal.